à tous. Ouverture à Kinshasa de la première revue du plan intérimaire de l'éducation afin de permettre à la République démocratique du Congo d'accélérer sa course dans sa voie vers l'émergence qui passe par un massif investissement dans l'éducation. Les préparatifs de l'organisation des futures élections en RDC donnent des idées à plusieurs structures. La société civile du Nord Kivu propose de verser $1 par chaque Congolais en vue des procédés au suffrage direct. La discipline est la mère des armées et pour que cette réalité s'observe au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, la coopération militaire américaine a offert des équipements à l'armée nationale. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue. Le gouvernement américain, par le biais de son ambassade en RDC, a procédé à la remise officielle des équipements informatiques constitués d'un serveur Dell, des ordinateurs et autres matériels à la haute cour militaire. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du vice-ministre en charge de la Défense et du représentant de l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Ce son de trompettes retentissants annonce la vigueur qui devra entourer encore davantage la justice militaire. Il a également ouvert le banc de la concrétisation du partenariat entre le gouvernement américain et la RDC via le PAE, Pacific Architect Engineering, l'entreprise qui a managé le projet de mise sur pied d'un centre régional de ressources pour la justice militaire. Cette remise officielle dans cette salle d'audience de la haute cour militaire a donné l'opportunité au point président de la dite cour, représentant le vice-premier ministre, ministre de la Défense, de démontrer l'importance du projet. Le projet d'installation régionale pour la justice militaire est d'une importance non négligeable. Il nous permet de rapprocher les administrations de la haute cour militaire et de l'auditoire général de celles des juridictions et offices des parquets installés en province. Le représentant de l'ambassadeur des États-Unis en RDC ne pouvait que se féliciter de l'aboutissement de ce projet. Au nom du gouvernement des États-Unis, nous remercions notre partenariat d'institution PAE pour son travail remarquable pour installer le système et former le personnel de justice militaire. Surtout, nous aimerions remercier le commandement de la justice militaire et le personnel pour le soutien et l'engagement et pour avoir promu notre vision partagée en vue d'un système militaire responsable qui protège sa population et adhère à l'état de droit. Outre le centre équipé d'un serveur et d'autres matériels informatiques, le PAE a aussi appuyé la formation des militaires. 2 éléments ont été formés et la phase recyclage a enregistré la présence de 510 participants, ce qui nous donne un effectif global de 632 membres formés. La PAE, quant à elle, se réjouit d'avoir été associée à cette exaltante entreprise qui est en parfaite conformité avec les grandes lignes de ses programmes phares. En effet, depuis sa création en 1955, la PAE a offert des services exceptionnels expéditionnaires à un éventail de clients dont le gouvernement des États-Unis, des agences internationales et des gouvernements étrangers. La visite du serveur mis en place par le PAE pour le stockage et la communication par Internet des données informatiques reliant les cours militaires de toutes les provinces de la RDC est une avancée dans les échanges des informations dans les instances de la justice militaire. Et puisqu'on parlait déjà sécurité avec l'armée, la pacification de l'Est de la RDC est en grande partie conditionnée par la neutralisation des rebelles Hutus rwandais, obligés de déposer des armes. La conviction est de la MONUSCO entièrement disposée à appuyer les FARDC pour cette édition. Cela a été redit aujourd'hui lors du traditionnel point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Les rebelles Hutus rwandais n'ont donc pas d'autre choix que de se rendre.
La MONUSCO a une fois de plus renouvelé son soutien logistique au gouvernement congolais pour l'opération de désarmement des FDLR lors de son traditionnel point de presse hebdomadaire. Nous encourageons dans un premier temps ces FDLR à rentrer. Ceux qui ne voudraient pas repartir dans leur pays, le Rwanda, vous savez que le gouvernement a préparé, avec l'appui logistique de la MONUSCO une fois de plus, la base, le camp de Kisangani pour les recevoir dans un premier temps. Ensuite, effectivement, voir si les pays tiers voudraient les accueillir. Par ailleurs, le retour d'une paix durable dans la région des Grands Lacs reste la priorité des Nations Unies. Il faut que les uns et les autres s'engagent définitivement pour que la paix revienne en RDC, pour que la paix revienne dans la région des Grands Lacs. Et vous savez que M. Martin Kobler ne néglige ou en tout cas ne s'économise pas en matière d'activité, de contact, de rencontres sur le terrain pour faire avancer cette cause de la paix au bénéfice de toute la région. Pour maintenir la paix dans la région, il faudra accentuer des opérations sur terrain. Occasion pour Charles-Antoine Bambara d'annoncer la première visite officielle du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs du 15 au 20 septembre prochain dans la région. Désarmement des Rwandais des FDLR dans le Kivu, collecte d'armes auprès des Congolais au Katanga. Le pasteur Daniel Mulunda reprend avec ses activités après une trêve de 6 ans. L'homme des dieux revient de Mitwaba où des Maïmaï ont proposé de remettre des armes moyennant des vélos. La pacification des territoires de Mitwaba, de Malemba Nkulu et de Manono, où l'on note la volonté des rebelles Maïmaï de se rendre et de rendre leurs armes, ainsi que d'être réinsérés dans la société en exerçant un travail, l'inspection de l'état des infrastructures routières, éducatives et sanitaires, et enfin l'initiation des projets de développement sont là le leitmotiv de la descente du très révérend pasteur docteur Daniel Ngoy Mulunda Nyonga dans quelques territoires de la province du Katanga, précisément dans sa partie nord. À Mitwaba Centre, le même accueil lui est réservé. Une foule en liesse l'attend au stade Laurent-Désiré Kabila, curieuse et dans la fièvre de le revoir. Grand moment de pacification dans cette partie où le président du programme Ecumeni Paix, transformation des conflits et réconciliation paraît à amener deux chefs Kyomangoy et Kabanda, cela après 4 ans de conflits perpétuels, de fumer le calumet de la paix au vu et au su de leur population et des autorités politico-administratives. Cela a été sanctionné par un geste du président du PAREC, unificateur, qui a lâché un pigeon étant donné que la hache de guerre était enterrée. Ainsi fait, il y a lieu de commencer de parler de processus de pacification dans ce coin reculé de la République démocratique du Congo. C'est le début de la paix ici. Quand les deux grands chefs coutumiers ne s'attendent pas, ils amènent avec eux la division. Maintenant qu'ils sont réconciliés et nous avons espoir maintenant que les processus de paix vont commencer et c'est le début de la fin de la guerre ici à Mitwaba. Je m'attends à la paix, comme partout en RDC, que les pleurs s'arrêtent à Mitwaba, que les déplacements s'arrêtent, qu'on arrête de brûler les maisons, que les déplacements des populations s'arrêtent. Partout où il est passé, à Moulongo Centre, à Malemba Cité, le très révérend pasteur Daniel Ngoy Mulunda Nyonga a reçu la même ovation auprès des habitants qui lui ont soumis leurs desiderata. Sachez que cette tournée d'inspection du très révérend pasteur Daniel Ngoy Mulunda Nyonga dans le nord du Katanga s'est achevée à Kabongo et lui a valu 2400 km de route. Et au chapitre éducation, retenez que des acteurs impliqués dans l'examen de la première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation se sont retrouvés ce matin en atelier dans les buts de développer, bien entendu, les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo. Envoyer tous les enfants à l'école n'est plus un défi insurmontable pour la RDC. La première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation parle d'une progression encourageante. Pour 2013, par exemple, environ 16,5 millions d'élèves ont été inscrits en primaire et secondaire. 66 000 établissements sont opérationnels. Le gouvernement fournit des efforts pour accroître le budget réservé à l'EPSP qui est passé de 5,8% en 2010 à 15% en 2013 pour atteindre 20% dans 5 ans. Le pari peut être gagné si le cap est maintenu chaque année. Rappelons pour mémoire les objectifs stratégiques poursuivis. Il s'agit d'accroître l'accès des enfants à l'éducation, d'assurer l'équité des garçons et des filles sans discrimination à cet accès, d'améliorer la qualité et la pertinence des enseignements apprentissages à l'école et enfin d'améliorer la gouvernance du système éducatif.
Ces assises sont une preuve de la priorité accordée à l'éducation et à la formation par le gouvernement de la RDC. La revue permettra de se pencher également sur d'autres questions et de formuler les issues ou solutions de sortie. Nous citons à titre d'exemple la situation des enfants qui se trouvent hors de l'école, la scolarisation des filles, la gratuité de l'enseignement primaire, le renforcement de la compétence technique et professionnelle des enseignants, l'amélioration des conditions de travail dans les écoles et les bureaux des gestionnaires. Rappelons que ces assises fermeront leurs portes ce vendredi 22 août. À leurs excellences, messieurs et madame. Envoyer tous les enfants à l'école n'est plus un défi insurmontable pour la RDC. La première. Et naturellement, l'amélioration du secteur de l'éducation passe inéluctablement par des infrastructures appropriées. À la primature, il a été question d'évaluer le programme de construction des 1000 écoles à travers le pays et le chef du gouvernement a instruit le ministre des tutelles pour que d'ici l'année prochaine, la rentrée scolaire prochaine, les infrastructures soient adéquates en vue d'accueillir un plus grand nombre d'écoliers. Il était question de suivi du projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires. Il voulait avoir l'état des lieux. Il nous a donné un certain nombre d'instructions pour que d'ici septembre, à la rentrée de septembre, le 8 septembre 2014, qu'on ait des infrastructures qui peuvent permettre à un grand nombre d'enfants de reprendre l'école dans de bonnes conditions. Nous allons tranche par tranche. Dans un premier temps, nous allons avec la moitié, donc 500, que nous devons terminer après ces instructions le plus vite possible pour qu'on démarre les 500 autres. D'ici avant la fin de l'année, il faut qu'on amorce les 500 autres pour qu'on atteigne les 1000 écoles dans un bref délai. Et en attendant la prochaine rentrée scolaire, l'heure est au divertissement. Vous le savez, cela n'exclut pas l'apprentissage. Et les jeunes de l'orphelinat Imani s'instruisent à travers le montage des robots mécaniques qui fonctionnent grâce notamment à une programmation informatique. L'initiative est d'une Congolaise vivant aux Pays-Bas. Période de vacances, période de jeu, de divertissement. Toutefois, l'apprentissage n'est pas exclu même en cette période. À l'exemple ici de ces jeunes de l'orphelinat Imani qui s'amusent à monter des voitures robots électriques avec des pièces. Il faudrait de l'imagination pour y parvenir. Une fois montés, pour les mettre en marche, il faudrait une programmation informatique. Et ces jeunes l'apprennent à cœur joie. L'institutrice n'est rien d'autre que Bandila Cholo, éducatrice d'enfants aux Pays-Bas en vacances ici à Kinshasa. L'objectif, dit cette femme, est d'apprendre à ses enfants comment monter un robot mécanique et comment le faire fonctionner ensuite pour jouer avec. Je ne suis pas strict avec eux, ils peuvent commettre des erreurs dans le montage, toutefois je les corrige. Je les laisse ensuite le libre choix de faire leur création robotique et si cela fonctionne, c'est une bonne chose. Dans le cas contraire, car cela peut arriver, ils prennent d'autres pièces et essaient un autre montage. Des moments plutôt bien vécus par les apprentis. J'ai envie de faire une voiture. C'est très facile. On peut donner moi encore une autre chose. Je peux fabriquer ça avec des choses là comme je fabrique. Je suis en train d'apprendre. Il y a des jeux sur lesquels la dame nous a apporté pour enfin nous montrer parce qu'en nous, il y a d'autres jeux sur lesquels on n'a pas tellement eu accès de le manipuler. Voilà, l'on pourra dire au moins pour ces jeunes que la période de vacances n'a pas été que divertissante, mais aussi instructive avec ces nouvelles connaissances acquises. Et on va parler politique. Je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, les perspectives électorales ne finissent pas d'amener à des réflexions inédites à l'image de cette idée émise par la société civile du Nord Kivu qui suggère que chaque Congolais cotise $1 afin que les futurs scrutins se déroulent en suffrage universel direct, c'est-à-dire que la proposition du suffrage indirect soit rejetée. Le vice-président du mouvement associatif provincial est au téléphone de Bibi Chungoua. Nous avions suivi la CENI et le gouvernement qui se plaignaient de moyens financiers au cas où les élections étaient tenues
à mode direct. Et pour relever les défis, nous nous sommes dit qu'en dehors de ce que pourra consentir le gouvernement et les partenaires internationaux, la population est aussi disposée à apporter sa contribution. Et cette contribution pourra s'inscrire à hauteur de $1 par habitant, pourvu que les échéances se passent en mode voulu par tous. Et ce mode, c'est le mode de scrutin direct. Nous avons donc souhaité que, s'agissant des élections locales, municipales et provinciales, les législatives nationales, même les présidentielles, que tout se passe en mode direct, même les élections de gouverneurs de province. Et comme c'est la question des moyens financiers qui a été toujours soulevée comme prétexte pour ne pas les faire ici, nous disons on peut relever les défis et de ce fait organiser les élections dans les modes voulus de tous. Nous pourrions, au niveau de chaque province, confiner des stratégies au niveau de nos composantes. Par exemple, ouvrir des comptes dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque territoire, où la population pourra apporter cette contribution. Et les contributions réunies à province pourront être données à la CENI. Donc, à l'occasion de cérémonies solennelles qui pourront être envisagées pour la circonstance. Mais s'il arrive qu'il n'est pas retenu comme mode de scrutin direct, en tout cas, rassurez-vous que nous ne pourrions pas encore contribuer pour ces processus. Et on va rester dans cette partie du pays pour vous dire qu'il s'est ouvert aujourd'hui un forum des jeunes leaders. Cette rencontre connaît la participation de la RDC comme pays hôte, du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda. Ce forum de 4 jours vise à consolider le lien entre les jeunes dans la région des Grands Lacs. Au cours de cette première journée, il s'est agi d'une prise de contact ainsi que la présentation sommaire de la notion sur le leadership. Objectif, promouvoir la réconciliation, la solidarité et l'unité dont le jeune leader africain provenant des divers coins et le président du Conseil provincial de la jeunesse Kivu, Ikibirandole, qui a procédé à l'ouverture de cette conférence réunissant le jeune venu de l'Amérique, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, à l'hôtel Caribou. Dans ce mot, Ikibirandole n'a non seulement souhaité la bienvenue aux participants, mais a aussi remercié le chef d'État africain pour le maintien de la paix de la ville de Goma. À lui d'ajouter que les jeunes ont tout intérêt de s'unir pour la transformation en mettant en écart la ségrégation raciale. Monsieur Alain du Forum africain de jeunes leaders dont ce mot a son détour des participants à cette deuxième conférence francophone à pouvoir capitaliser les acquis pour un éventuel changement. Précisons que cette deuxième conférence de jeunes leaders de l'Afrique centrale tenue au chef-lieu de la province du Nord Kivu pendant 4 jours. Et à Lubumbashi, la situation sécuritaire est plutôt calme si l'on s'en tient au compte-rendu de la réunion urbaine tenue dans la capitale cuprifère. À cet effet, la population n'a qu'à vaquer normalement à ses occupations. Et avec bien entendu les fonds de la coopération française, c'est là pour encadrer les jeunes, en fait de les éviter l'oisiveté. Voilà pourquoi nous pensons qu'en poursuivant avec le projet Jeunes Volontaires, nous contribuons tant soit peu à la résorption du chômage, parce que les jeunes qui apprennent quelques métiers, ils peuvent déjà créer l'emploi pour eux-mêmes, et même pour d'autres personnes, car les échos que nous avons, c'est que les jeunes qui ont quitté le Burundi pour Goma, pour le projet Vijana ont créé des petites entreprises au Burundi. Les jeunes qui ont appris certains métiers à Goma et qui sont rentrés à Kamonyi au Rwanda ont commencé à créer des entreprises. Ikibirandole, en sa qualité de porte-parole des jeunes du Nord Kivu, lance à cet effet un appel à tous les jeunes d'intégrer ces projets et de se rallier dans des rébellions. Depuis Goma, Mumbere Patrick Selouha pour Biwan. L'implication des cadres de base a été souhaitée afin que la police arrive à bien sécuriser la population, et c'est bien. Dès lors, la cartographie des points chauds de la ville de Lubumbashi a été exigée pour que les actions spécifiques soient envisagées. L'implantation et le tapage pour les églises, la profanation des tombes, dont la délimitation des cimetières secondaires et démolition sont envisagées. Les contrôles des véhicules sans plaque, la lutte contre les antivaleurs dans le parking, la collaboration entre les services ont été évoqués par le membre du Conseil urbain de sécurité qui ont décidé de la participation au Conseil du commandant de la police, de la protection de l'enfant et de la femme. Le contrôle du mouvement de la population dans le cadre de l'état civil a été exigé, considérant à Lubumbashi la présence des étrangers, notamment les Somaliens. La salle d'audience et le transport des détenus pour le compte de la
Des confrères de la presse internationale nous apportent d'autres informations à travers les lignes. D'abord, l'Express qui nous rend compte du virus Ebola. Des violences éclatent dans un quartier en quarantaine au Libéria. Les heurts ont débuté alors qu'une représentante de l'État a été évacuée du quartier mise en quarantaine lors de la nuit précédente. 4 personnes ont été blessées par balle. Double peine pour les habitants de West-Pointe. Ce quartier de Monrovia, capitale du Libéria, a été mis en quarantaine en raison de l'épidémie du virus Ebola. Ce mercredi, 4 personnes y ont été blessées par balle lors des heurts avec l'armée et la police, selon le correspondant de l'AFP et des témoins. Et puis, le point explique comment l'État islamique revendique la décapitation d'un journaliste américain. En représailles à des frappes aériennes américaines en Irak, les djihadistes assurent avoir décapité le journaliste James Foley, enlevé en novembre 2012 en Syrie. Les djihadistes ultra-radicaux de l'État islamiste ont affirmé avoir décapité un journaliste américain, enlevé et menacé, et après l'avoir tué, un autre dans la riposte la plus directe au soutien aérien des États-Unis aux forces armées en Irak. Ces extrémistes sunnites qui sèment la terreur en Irak et en Syrie voisine ont perdu ces derniers jours du terrain dans le nord irakien, notamment le contrôle du barrage de Mossoul, après une contre-offensive des forces armées et des combattants kurdes appuyés par des raids massifs et des drones d'avions des combats américains. Le sport avec cette question sécuritaire débattue à la Fédération congolaise de football, association en prélude de la rencontre du dimanche prochain entre V-Club et Mazembe. Dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des champions de la CAF, les dirigeants de V-Club de Mazembe et le commandement de la police nationale ont planifié des stratégies susceptibles d'étouffer toute tentative de désordre de la part des supporters. Sécuriser la rencontre devant opposer l'AS V-Club au tout-puissant Mazembe le dimanche prochain, tel a été le but de la réunion tripartite stratégique tenue à la Fédération congolaise de football association par le président Constant Omari Selemani dans son salon de travail au siège de la Fédération. Faire jouer les matchs dans un esprit de fair play et de sportivité pour éviter les débordements. Au cas contraire, les décisions de l'autorité publique vont sévir. Il a été question de rappeler aux uns et aux autres leurs obligations, le devoir de la fédération, ainsi que la responsabilité de tous les services congolais commis au service de maintien d'ordre. Nous avons fait le tour d'horizon autour de problèmes sécuritaires liés aux matchs organisés dans ce stade. Nous avons en mémoire les derniers incidents en date qui avaient émaillé le match qui avait opposé les deux clubs dans le cadre de notre compétition nationale. C'est pour cela qu'il était tout à fait indiqué que nous puissions, à travers le protocole de la Confédération africaine de football, réunir les différents, pas protagonistes, les différents adversaires pour faire le point de la situation. Et nous leur avions dit, et c'est ce qui doit être retenu, que la fédération n'hésitera pas à décréter un huis clos au cas où il y aurait un incident quelconque lors de ce match pour le match de la demi-finale. La rencontre compte pour la 6e journée de la Ligue des champions de la CAF. Compte tenu des enjeux, les dispositions sécuritaires s'imposent. Et on va boucler sur ce concours de photographie qui s'est déroulé durant 6 semaines à Kinshasa. Il a été remporté par Abel Ngali parmi plusieurs candidats qui ont envoyé 400 photos à Smile DRC, organisateur de la compétition. Des photos, toutes avec un point commun, l'exhibition du sourire. Des photos qui étaient toutes en compétition d'Ismail DRC. Et sur 400 photos, c'est celle d'Abel Ngali qui a conquis le cœur des internautes qui l'ont élu sur la page Facebook créée pour la circonstance. 1000 clics sur j'aime et 150 000 vues. 4 autres compétiteurs ont également reçu des prix d'encouragement. En fait, 400 photos postées, près de 100 000 personnes qui ont manifesté leur engouement à cette campagne. Il est vrai en termes de chiffres que ce n'est pas vraiment ça que j'aurais souhaité. Mais pour une première que j'ai souhaité, ça prouve à suffisance que c'est quelque chose d'important. Et donc nous pouvons avoir plusieurs campagnes dans ce sens. Le sourire contribue aussi à l'épanouissement de l'être humain, d'où l'intérêt accordé aux œuvres sociales.
Depuis que je suis en RDC, il m'est arrivé de rencontrer plusieurs personnes, parfois malheureuses, mais ce sont des personnes malgré leur situation. Lorsque j'essaie de voir le sourire qu'ils ont, je suis toujours impressionné. Et donc, j'espère que cette campagne a permis de propager le sourire dans tous les secteurs de la vie, de toutes ces personnes, tous ces Congolais et qui sont dans des moments difficiles. On voulait non seulement participer comme étant une société commerciale avec nos produits Samsung, et c'est même pour ça qu'on n'avait pas de restrictions pour la marque de l'appareil utilisé pour la photo. Un seul petit mouvement des lèvres, changeant l'expression faciale, le tout est joué. Un sourire pouvant changer donc les choses. Première édition, l'attention est fixée à présent sur l'organisation de la deuxième édition. Eh bien, si Abel Ngali a pu remporter ce prix grâce aux belles images sur le sourire, quoi de plus normal, Madame, Messieurs, que nous puissions sourire également pour vous dire au revoir.